puisque tous mes intervenants sont là, on va essayer de commencer à l'heure, parce que le programme s'enchaîne. Il y a pas mal d'autres contenus à aller voir. D'abord, bienvenue à tous. Merci de venir suivre cette table ronde sur la Bretagne inclusive. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. On se faisait la remarque dans ce cadre absolument sublime avec cette vue qu'on a aujourd'hui. On va essayer de se concentrer malgré ce paysage. Donc pour parler de la Bretagne inclusive, parler de cette Bretagne qui a montré plus que jamais la résilience de son modèle avec la crise sanitaire, de cette Bretagne où la solidarité n'est pas un vain mot. On a donc à peu près 45 minutes à passer ensemble. Et pour parler d'inclusion, j'ai à mes côtés 4 intervenants qui chacun, dans leur domaine, à travers différentes initiatives qui avaient été mises en place avant la crise sanitaire, qui ont été renforcées, poursuivies, voire réorientées avec cette crise, vont nous dire ce qu'ils font dans leur entreprise. J'ai avec moi tout au bout de la table David Garnier, bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du Crédit Mutuel de Bretagne, groupe Arkea, en charge des dispositifs de solidarité. À vos côtés, Sébastien Ramos, vous êtes le délégué régional du fournisseur de gaz et d'électricité Engie pour la Bretagne. À côté de vous, David Zurbach, vous êtes le directeur financier du groupe agroalimentaire Stalaven. Et à mes côtés, Thomas Duke, vous êtes le directeur général adjoint d'Aiguillon Construction. Voilà pour les présentations. Alors, je vais commencer avec vous, David Garnier, parce que je crois qu'au Crédit Mutuel de Bretagne et plus largement au sein du groupe Arkea, l'inclusion, la solidarité, c'est des choses qui ne datent pas d'hier. Bonjour Florence d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi déjà d'être présent et de participer à cette table ronde sur un sujet qui est très inspirant pour nous. Alors pour répondre à votre question Florence, je dirais effectivement que le Crédit Mutuel de Bretagne, comme le Crédit Mutuel Arkea au sens global, ont toujours été très engagés sur le territoire des solidarités et de l'inclusion. Je crois que c'est important de souligner ça tout d'abord, puisque pour nous, l'essence même d'une banque coopérative réside en fait dans la capacité à accompagner nos clients, nos sociétaires, que ce soit dans les bons comme dans les moins bons moments. Je crois que ça, c'est la base. L'entraide, l'inclusion, les solidarités, ce sont des valeurs qui sont profondément ancrées dans l'histoire de l'entreprise, profondément ancrées également dans la culture de l'entreprise. Et c'est donc tout naturellement, finalement, que ces valeurs figurent en très bonne place dans la raison d'être que le groupe s'est doté il y a quelques années. Il y a 2 ans précisément. Et donc cette raison d'être, elle se décline dans des dispositifs de solidarité qui reflètent une volonté forte, je crois que c'est important de le souligner aussi, une volonté forte d'être plus que jamais à côté de nos clients. Et cette volonté forte, elle est partagée à tous les niveaux de l'entreprise. Je crois que c'est très important. Nos dirigeants, nos élus, nos collaborateurs sont très attachés à ce sujet. C'est vraiment intégré dans la stratégie de l'entreprise et vous en faites des valeurs fortes. Oui, c'est complètement effectivement rattaché à la stratégie de l'entreprise. Je dirais que notre ADN mutualiste et notre organisation coopérative également d'ailleurs constitue un réel levier de mobilisation sur les territoires puisque nous sommes forts de plus de 2000 administrateurs bénévoles sur le terrain, de 3000 collaborateurs qui finalement composent nos plus de 300 points de vente sur l'ensemble de la Bretagne. Donc forcément, c'est au cœur de notre modèle effectivement ces dispositifs d'inclusion. Et alors, comment ça s'organise? Comment vous décidez des actions que vous menez? Ça, c'est une bonne question. Ce sujet a évolué au cours des dernières années et là aussi pour coller à notre modèle coopératif, à savoir que les décisions sont décentralisées, sont totalement décentralisées. Nous avons des budgets, on va en parler dans quelques instants si vous voulez, et ces budgets sont déclinés par caisse locale. Chaque caisse locale dispose d'un budget spécifique. Et finalement, c'est le conseil d'administration de cette caisse locale qui est souverain, qui est décideur des opérations d'inclusion, de solidarité qu'on peut être amené à opérer. Donc, ce sont des dons financiers, ça peut être des prêts d'honneur. On reviendra dans les détails des actions, mais c'est chaque caisse locale qui va pouvoir décider. Donc, on va avoir des actions finalement très très différentes qui peuvent être menées d'un côté ou de l'autre du territoire. Absolument. Donc, ils disposent de budgets spécifiques et ces budgets spécifiques, ils les utilisent
comme bon leur semble, et en fonction surtout des projets qui leur sont proposés, des situations particulières qui sont proposées également, présentées par les collaborateurs. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a une vraie alchimie entre les collaborateurs qui sont finalement au plus près du terrain, qui connaissent finalement les clients, ceux qui peuvent être en difficulté. Ils connaissent également les porteurs de projets qui viennent à eux, des repreneurs d'entreprises, des créateurs d'entreprises, voire même parfois des structures qui sont en difficulté. Donc ils se rencontrent au plus près du terrain et ensuite ces dossiers sont présentés au conseil d'administration et ce sont nos administrateurs bénévoles qui prennent les décisions souverainement. Et c'est ça aussi qui fait aussi la force de notre modèle, quoi. Oui, c'est eux qui vont arbitrer entre telle ou telle action à mener, de l'importance. Exactement. Et on n'est pas sur un modèle, je dirais, de ciblage automatisé où finalement, voilà, j'ai 1000 à partager, je fais un ciblage et je donne 40 à chacun ou 20 à chacun. Non, c'est du cas par cas. C'est selon les situations individuelles qui sont présentées que les dispositifs d'inclusion sont mis en œuvre et appliqués sur le terrain. Oui, pour répondre donc au plus près du besoin. Au plus près du besoin, exactement. Et donc, on le disait, c'est ancien chez vous, cet engagement. Alors, est-ce que, avec la crise sanitaire, vous avez renforcé cet engagement et peut-être, et on y reviendra après, donner quelques chiffres sur les moyens que vous y consacrez? Oui. Alors, la pandémie, je crois que je vais surprendre personne ici, elle a forcément percuté nos clients et sociétaires de manière assez marquée. Je crois que tout le monde le sait. Ce qu'on observe souvent, c'est que les crises sont des facteurs d'accélération des évolutions. Et en ce qui concerne cette crise sanitaire, si vous me permettez l'expression, c'était une opportunité pour nous d'accélérer encore plus justement sur ce volet des solidarités et de l'inclusion. Et ça se concrétise comment? Par des budgets qui ont été doublés entre 2019 et 2020. Donc c'est nos dirigeants qui ont pris une initiative forte, hein, c'est de passer nos budgets à 4 millions d'euros sur l'ensemble du groupe Crédit Mutuel Arkia. Donc, il y a 1 million d'euros pour le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, l'autre fédération du groupe. Et pour ce qui est de la Bretagne, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse cet après-midi, 3 millions d'euros qui sont alloués aux différents bénéficiaires sur le terrain. Donc, c'est des sommes très significatives avec un objectif, finalement, c'est de faire en sorte de pouvoir aider les uns à réussir et les autres à s'en sortir. Je crois que ce n'est pas une formule juste marketing, mais c'est vraiment un leitmotiv, c'est une ambition, et finalement, c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc, c'est effectivement une ambition très forte et une mobilisation qui s'est vraiment développée de manière très, très importante à la faveur de la crise et qui, aujourd'hui, a vocation à, bien entendu, être pérennisée dans le temps, quoi. Donc peut-être pour illustrer un petit peu des exemples d'actions que vous avez pu mener ces derniers mois. Oui, on peut effectivement déjà donner quelques chiffres. Je vous dis 3 millions d'euros sur la Bretagne, donc c'est quand même des montants extrêmement conséquents, hein, qui sont encore une fois donnés, mis entre les mains de nos administrateurs, qui sont les décideurs pour allouer des dons financiers, de faire des prêts d'honneur, comme j'évoquais tout à l'heure. C'est plus de 4500 clients qui ont été aidés en 2020. C'est un chiffre quand même qui est quand même assez signifiant. 4500 clients, entreprises particulières, on parle de quoi là? Si on décline, c'est 2500 particuliers, c'est un peu plus de 750 associations sur tous les registres, hein. C'est du tourisme, c'est dans la santé, c'est dans le sport, c'est dans la culture. L'ensemble des secteurs sont bien entendu, il n'y a aucun secteur qui est exclu, pardon. Et puis plus de 1500 professionnels de proximité ou d'entreprises qui ont également été accompagnés. Et ça, je crois que c'est aussi important à souligner. Sur ces 1500, on en a à peu près 1000 que nous avons aidés parce qu'ils étaient en difficulté. La crise, évidemment, est passée par là et quelques difficultés de trésorerie nous ont amené aussi à utiliser nos dispositifs de solidarité en complément de toutes les mesures de soutien dont on parle depuis hier, les PGE, les mesures de plafonnement des frais et autres. Je passe ce point-là. Donc 1000 entreprises en difficulté qui ont été accompagnées et plus de 450 créateurs, repreneurs d'entreprises qui là aussi ont été accompagnés sous forme de prêts ou de dons totalement désintéressés. Il n'y a pas une contrepartie qu'on leur demande en face de ce don. Et au final, c'est un soutien à plus de 2500 emplois. C'est quand même pas neutre, je crois que c'est important de le souligner, soit par le soutien, c'est-à-dire trésorerie qui permettent de maintenir une entreprise en vie, en survie pour certaines d'entre elles, et puis des créations, des reprises pures et qui a permis, qui a accompagné, je dirais,
le recrutement de nouveaux collaborateurs. Mhm. Et pour Mais rejoindre... Pardon ? Non, je vous en prie. J'allais dire, quand on parle de dons, là, effectivement, clairement, vous allez au-delà de votre rôle de banquier, parce qu'on pourrait se dire, bon, un banquier qui accompagne les entreprises, c'est normal, et il est dans son rôle. Oui, effectivement, c'est notre rôle. Bon, il ne s'agit pas de faire de la philanthropie naturellement, mais je crois qu'il est important, et comme je l'ai souligné tout à l'heure, on a une vocation aussi d'accompagner, d'être présent sur notre territoire, et on a également l'ambition d'avoir un impact positif. Et lorsqu'on aide des clients en difficulté, lorsqu'on accompagne des projets vertueux qui permettent finalement à chacun de trouver sa place dans la société, là on considère qu'on est véritablement en parfaite harmonie avec la raison d'être et ce que l'on veut au quotidien. Et j'ajouterais, si vous me permettez, c'est un vrai élément de fierté aussi pour l'ensemble de nos équipes. Ça, c'est extrêmement important. On l'a vu en 2020, la distanciation qu'on a tous connue et subie, dont on a tous été victimes. Finalement, au travers de ces sujets de solidarité et d'inclusion, on a fédéré nos équipes, on a fédéré nos collaborateurs, mais on a également fédéré nos administrateurs pour justement accompagner les clients. Et ça fait vraiment une fierté de l'ensemble Recréer de du nos... collectif. Le collectif et ce binôme administrateur-salarié qui finalement l'essence même et la différence particulière qui est notre modèle coopératif, il a vraiment trouvé tout son sens au travers de ces actions d'inclusion. Alors, je sais que vous auriez encore beaucoup de choses à dire, mais peut-être deux mots sur le mécénat. Voilà, je crois qu'il y a une période qui a été très difficile, notamment pour les festivals, et vous avez répondu présent. Ça veut dire que vous avez maintenu vos engagements. Oui, absolument. Donc, nos dispositifs de solidarité, on en a parlé à l'instant. Nous avons également effectivement des mécanismes de mécénat et la période est difficile pour tout le monde. Dans le milieu culturel, notamment, on le voit, et nos budgets, entre guillemets, mécénat ont également été largement exploités pour justement accompagner des partenaires de longue date. Dans le domaine culturel, par exemple, je citerai, on est en territoire brétilien, je commencerai peut-être par les transmusicales, qu'on continue d'accompagner, les Vieilles Charrues, à Carhaix, je pense que tout le monde connaît ici, la Fête du Bruit à Landerneau également, dont le modèle a été largement aussi contesté, en tout cas perturbé par le contexte sanitaire. Vous avez vu Vieilles Charrues, le nombre de personnes qu'il peut y avoir. Il était important pour nous de maintenir notre engagement de long terme avec ces partenaires de longue date, et donc effectivement le mécénat a été largement utilisé pour les aider dans cette période très, très, très délicate. Mais merci David Garnier. Voilà, je sais qu'on aurait pu citer des tas d'autres actions, mais je voulais donner la parole à Sébastien Ramos. Chez Engie aussi, on s'intéresse à ces questions d'inclusion et de solidarité. Alors, je sais que vous avez été, vous, le président de FAS pendant 6 ans. FAS, c'est, si je ne me trompe pas, Fondation Agir pour l'inclusion. Donc, on est bien dans la thématique. Quelles sont les actions que vous menez? On verra quels sont les moyens que vous avez. Donc juste en préambule, donc on fournit le gaz et l'électricité, mais surtout on produit beaucoup d'énergie renouvelable en Bretagne. On n'est pas pour ça, mais voilà. On a 20 parcs éoliens, 20 chaufferies biomasse et des méthaniseurs. On est producteur d'énergie renouvelable. Voilà, c'était la parenthèse. En fait, le sujet, je dirais, est identique et un peu différent parce qu'évidemment, Engie, on est une structure nationale internationale, mais on est surtout une structure ancrée dans les territoires. Et ça, c'est très important parce qu'en Bretagne, il y a 2500 collaborateurs et le terme que j'ai aimé, c'est la fierté. Et au niveau de la RSE, il faut entraîner le personnel. Alors, par rapport à ça, évidemment, nous, dans notre entreprise, c'est depuis des années qu'on travaille sur la RSE, mais j'ai envie de vous donner des actions concrètes. Parce que moi, j'aime pas trop le green, j'aime pas trop la pub, et je vous dis concrètement comment on fait. J'ai l'avantage dans mon entreprise de se dire, on a des axes RSE, insertion, l'emploi, les jeunes, le handicap et ainsi de suite. Mais on nous dit, vous en région, mais vous avez la main sur des thématiques, sur ces thématiques-là, pour l'entreprise, et vous faites par rapport au territoire. Et ce message que je vais faire passer, c'est le territoire qui prime, et c'est aussi les femmes et les hommes du territoire, et puis aussi c'est le cœur de l'entreprise dans le territoire. Alors, au niveau de la Bretagne, nous avons fait un choix, c'est l'emploi des jeunes. Pourquoi l'emploi des jeunes? Parce que ça a été demandé par les entités du groupe, parce que moi, c'est ma fibre, parce que j'y crois. Quand j'y parle, je suis crédible, j'ai envie, je parle avec mes tripes. Donc, nous, on travaille beaucoup sur l'emploi des jeunes avec différents outils.
Le message que je veux vous faire passer, c'est que quand vous voyez une entreprise conséquente comme la nôtre, si vous voulez qu'on vous accompagne, on peut vous accompagner. Mais déjà, il faut savoir qu'est-ce qui nous fait, entre guillemets, quelle est la politique de l'entreprise, qu'est-ce qui nous fait vibrer, et surtout, considérez-nous comme des êtres humains. Considérez-nous comme Sébastien Ramos, du groupe Engie. Mais si vous commencez par Engie et vous me demandez 30 ou 40 000 euros, je vais être sympa, je vais vous sourire, je vais vous demander le dossier. Je vous répondrai parce que je suis poli, mais c'est pas comme ça. Et d'ailleurs, autour de la table, j'en connais un paquet et vous savez comment je fonctionne et je fonctionne pas comme ça. Donc, humanisez les relations. Humanisez les relations et on pourra pas faire. Parce que nous, on est une entreprise privée, on a des objectifs. On peut pas, mais quand on peut pas, on vous oriente, on vous guide. Voilà, c'est vraiment du concret. Et donc, quand vous dites, je comprends que vous êtes très sollicité justement pour accompagner les associations dans leurs actions, donc avec un focus plus sur les jeunes. Jeune. Et comment on arbitre finalement avec toutes ces sollicitations? L'arbitrage est relativement simple. Ça dépend des pôles d'activité d'une région. C'est que si jamais il y a beaucoup d'activités dans une région, ben moi, je vais y mettre beaucoup d'énergie. Mesdames et messieurs. Et c'est surtout une relation entre femmes et les hommes. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis en Bretagne depuis 12 ans. Directeur général du groupe Lacroix. On va la laisser finir, sinon on ne va pas vous entendre. On va commencer d'ici quelques instants dans l'auditorium au rez-de-chaussée. Merci de votre attention. Alors, je parle de mon canal. On va prendre un exemple. On va dire, on va parler de Lorient pour changer un peu de Rennes. Au niveau de Lorient, j'ai travaillé de longues années avec les élus, les décideurs. Et puis, à un moment donné, une relation de confiance s'est créée. Ils m'ont dit, Sébastien, est-ce qu'on ne peut pas créer un partenariat? Au début, c'est très technique concernant l'alternance. Donc, on a créé ce partenariat. On a parlé le même langage. Je pense qu'ils sont autour de la table au niveau de la fondation UBS. Et puis après, j'aurais dit, mais au niveau de la fondation, est-ce qu'on ne peut pas vous aider autrement? Et donc là, ils m'ont dit, mais si, ce qu'on peut faire, on peut aider les étudiants, on peut aider l'insertion par les jeunes. Donc d'abord, il faut avoir une relation de confiance, on va dire, par le travail au quotidien, et après, on peut aller plus loin. Ou la cooptation. Vous savez, en Bretagne, on se connaît tous. À un moment donné, on me dit, tiens, un tel appelle Sébastien de ma part. Forcément, j'aurai un peu plus le dossier. Donc, en fait, c'est un travail, je dirais, de longue haleine. Et par rapport à un objectif, il y a des endroits où je n'irai pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie d'y aller, c'est que du coup, on est peu présent et que nous, on est une entreprise privée, on va aller sur les bassins où il y a beaucoup d'activités. En Bretagne, il y a beaucoup d'activités un peu partout, quand même. Ouais. Vous parliez des étudiants. Alors peut-être pour illustrer un peu plus, justement, on sait que c'est une population qui a pas mal souffert avec cette crise sanitaire, avec des cours à distance, avec des petits boulots qui avaient disparu. Je crois que vous avez mené des actions vraiment concrètes en direction de ce public-là. Alors après, nous, on a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'on connaît beaucoup de monde. L'inconvénient, c'est qu'on ne connaît pas les personnes qu'on a vraiment besoin, ce qu'on appelle entre guillemets le B2C, enfin la personne finale. Donc en fait, l'année dernière, on a la chance dans l'entreprise en 2020. Moi, j'ai un budget pour aider la FEB, pour mettre en avant les métiers d'Engie, les énergies renouvelables, la mobilité. Donc j'ai cette chance-là d'avoir un budget pour mettre en avant la marque et les nouveaux métiers d'Engie, où on fournit pas uniquement du gaz. Et par rapport à ça, en 2020, évidemment, les manifestations, c'était fini. Hein. C'est fini. Et bien donc mon budget, je l'avais. Et mon budget, en fait, l'entreprise a dit, dans chaque région, ce budget, vous le gardez, vous en faites ce que vous voulez pour le Covid. Donc, dans chaque région, chacun a fait ses choix. Et en Bretagne, en fait, on a été touché par le Covid, mais un peu moins que d'autres régions. Et rapidement, alors je pense parce que je suis dans pas mal de conseils d'administration de grandes écoles, parce que mes enfants sont étudiants. Et en avril 2020, je me suis dit, l'angle mort, c'est les étudiants. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est sympa, mais bon... je ne vais pas taper sur tous les étudiants. Et l'avantage qu'on a, quand on est ancré dans le territoire, j'ai téléphoné aux fondations, j'ai téléphoné aux écoles, au conseil d'administration pour savoir, nous, on est prêt à donner, mais surtout, moi, ce que je veux, c'est de la traçabilité. C'est qu'en aucun cas, je veux savoir où va l'argent de l'entreprise. Et donc, grâce à ça, en 2020, en fait, ça nous a permis de toucher l'UBO, l'UBS, l'UT de Saint-Malo, avec qui j'ai beaucoup d'affection, Rennes 1, enfin bon, on va faire la liste après vers. En 2020, c'était comme ça. Après, en 2021, c'était complètement différent. Là, ce sont les cadres dirigeants d'Engie au niveau national. Ils ont dit, on va donner de l'argent pour les étudiants.
c'est la démarche est un peu différente. C'était pas la région qui décidait, c'était le siège qui décidait. C'est-à-dire que ce sont les salariés. Cadres dirigeants, c'est quand même des salariés quand même, hein. Et donc, ils ont donné de l'argent qu'on s'est divisé par région et on a continué donc du coup à mener des actions pour les étudiants. Donc forcément, on ne communique pas dessus parce que ce n'est pas l'objectif. Et là, à la différence de l'année dernière, c'est que l'année dernière, c'était quand même beaucoup alimentaire, en 2020. Et cette année, j'ai demandé en fait, aux fondations qui connaissent mieux leurs besoins que moi, j'ai demandé de quoi vous avez besoin. Et c'est les fondations qui ont tracé leurs besoins. Voilà, donc c'est cette approche de proximité et de connaissance du territoire. Donc, ce que je vois par rapport à David Garnier avant, c'est vraiment cette volonté. Le territoire, accompagner le territoire, être au plus près des besoins. Ça revient, c'est vraiment faire que cet argent qui est dépensé soit vraiment utile et aille en direction de ceux qui en ont le plus besoin. C'est vraiment... Après, à contrario, je connais bien le CMB. L'argent est utile aussi au niveau du CMB. C'est pas la même approche. Nous on est moins en B2, on est moins chez le particulier. Alors, après, chaque entité de l'entreprise fait plein d'actions chez le particulier. Moi, je dis les actions qu'on fait spécifiquement au sein de la délégation. Voilà. Merci, Sébastien Ramos. Alors, je vais d'abord arriver vers Thomas Duke avant de revenir vers vous. Donc, on change de secteur, évidemment, puisque, je le disais, on arrive chez Aiguillon Construction. Vous faites partie du groupe Arcade Vive, qui est un acteur du logement social. Alors, on pourrait donc dire, enfin, je sais pas, le logement social, on est là vraiment dans l'inclusion. Donc, ça fait partie de votre ADN. Oui, effectivement. C'est vrai que je vous donne un chiffre. Aiguillon, donc on gère 17 000 logements en Bretagne et Loire-Atlantique. On construit 700 à 800 logements par an. Ce sont des logements à destination de ménages sous plafond de ressources, donc à la location ou à la vente. Chaque année, on attribue 2500 logements. Entre le neuf et la rotation, c'est 2500 ménages qui rentrent dans nos logements et qui correspondent au plafond de ressources. Alors après, c'est très large. Ayez en tête, donc ça passe par les commissions d'attribution, c'est toutes les semaines, je les préside en partie. On a le choix chaque semaine, et c'est très vrai, hein, entre une personne qui sort de la rue, une personne qui sort de prison et une personne qui a 2 enfants et qui n'a plus d'emploi. Donc je pense qu'a priori on est inclusif. C'est bien et en même temps c'est triste. Ce qu'on a vu pendant la crise sanitaire, si je fais le lien aussi avec mes camarades, ça a été extrêmement étonnant parce qu'on s'est tous retrouvés confinés chez nous. On avait super peur de l'impact qu'il pouvait y avoir dans nos ensembles immobiliers. Et en fait, ça a été, pour ce que nous avons vu, extrêmement calme. On a eu très peu à gérer, et tant mieux, de situations difficiles. Par contre, c'est arrivé plus tard. C'est le deuxième effet qui se coule, malheureusement, c'est qu'on a mesuré après la crise, et c'est très vrai en ce moment, un espèce d'effet rebond où les difficultés qu'on a à gérer de relations conflictuelles, voire dans la presse récemment, je pense au Relais, qu'on a été confronté à un féminicide, donc on est touché de près. Donc pour nous, on est clairement dans l'inclusif. Par contre, ce qu'on essaye de dire, une fois que j'ai fait un peu le tableau noir, c'est de mesurer et d'imaginer dans quelle mesure le logement social peut être encore plus inclusif et donc de dépasser la sphère du logement. Oui, parce que vous êtes dans le logement social, mais vous me disiez, quand on a échangé pour préparer, notre rôle est de fournir du logement social de qualité à ceux qui en ont plus besoin. Et cette logique de qualité, d'aller plus loin, finalement, d'avoir un engagement plus fort, c'est vraiment ce qui vous définit aussi. Alors, c'est vrai qu'on fait du HLM, hein, avec toutes les connotations positives et négatives. Et on a du mal à lutter contre les images négatives du HLM. Pourtant, on est fiers de le faire aussi. Comme vous, on est fiers de faire notre métier. Ce qu'on cherche à réaliser, c'est de fournir le logement et tout ce qui va avec. Et c'est pour ça qu'effectivement, avec le groupe Arcade Vive, vous le connaissez peut-être, groupe mutualiste de santé, on est maintenant en capacité, en tout cas on projette de le faire, de fournir des logements avec une palette de services et d'accompagnement qui donne une couleur nouvelle au logement social HLM, qui permet de dire, par exemple, si on est concret, dire quand on conçoit des logements, on va penser au confort d'été, à l'acoustique, aux services qu'on va proposer, par exemple au téléconseil ou à des jardins partagés. Voilà, une trentaine d'engagements qui nous tiennent à cœur et sur lesquels on s'engage, nous, Aiguillon, à produire 50% de l'offre en neuf
dans les 5 prochaines années qui seront logements santé. Oui, parce que, alors, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de logement santé? Il y a l'environnement, j'ai compris ce que vous disiez là, mais c'est toute une logique. Oui, exactement. D'abord, on se dit le fait que les deux groupes Arcade, Logement et Vive se rapprochent, c'est la pensée a priori que le logement est un déterminant de santé. Et que 1 euro investi dans le logement est sans doute plus rentable, a priori, que d'investir dans du curatif, dans la santé curative. Et donc on imagine que l'association des deux groupes, et l'impact en région avec Aiguillon, qui fait partie du groupe Arcade Vive, a les capacités de pouvoir tirer vers lui les services de la mutuelle Vive en proposant du téléconseil gratuit pour ses locataires et de pouvoir proposer des cellules médicales aussi. Et dans la conception des logements, alors je ne mets pas de côté les 17 000 logements qu'on gère aujourd'hui, en tout cas on se projette dans l'avenir en disant ce qu'on va proposer comme logement neuf demain correspond à ces critères et donc on conçoit la santé, comme la définition de l'OMS, un état complet de bien-être psychique et social. Donc ça veut dire qu'on conçoit que le logement donne accès à un environnement social qui est bénéfique. Donc si je connais mes voisins, si j'ai une relation avec eux, je suis capable de faire face au quotidien, mais aussi à des crises climatiques et sanitaires. Donc s'il y a un Covid-2 demain, on ne le souhaite pas, on imagine que le logement et son environnement contribuent à des effets bénéfiques pour les habitants. Vous êtes dans cette logique du mieux vivre ensemble. Oui, exactement. Enfin, c'est aussi considérer que le métier de bailleur, nos métiers évoluent, et donc on n'est pas juste là pour mettre à disposition des clés d'un logement, mais de dire il y a un cycle de vie dans le logement. Donc si j'ai des pépins de santé, de liens sociaux, de crise, même d'accès à l'emploi, on doit y contribuer. Et donc, dans un équilibre économique contraint du HLM, sommes-nous capables de se relever ce défi? Réponse dans 5 ans. Voilà. Parce que vous parliez d'engagement, vous avez listé, je crois, 38 référentiels que vous voulez vraiment inscrire dans le marbre et qui montrent la dynamique que vous avez engagée et là où vous voulez aller. Alors peut-être quelques exemples de ces engagements, de ces référentiels? Alors on va être sur 3 thématiques, des thématiques plus techniques sur la labellisation du confort acoustique et du thermique. On va être sur des dynamiques d'offres servicielles, j'en ai parlé sur le téléconseil, téléconsultation qui sont gratuits, et on va être sur une autre dynamique, donc ça fait une 3e dimension, sur le lien social au sens large, et donc la capacité à proposer des jardins partagés, des espaces, pourquoi pas, de sport aussi dans les immeubles, et surtout une espèce de philosophie qui est poussée par le bailleur sur prenez soin de vous. Un truc tout bête, plutôt que de prendre l'ascenseur, je prends l'escalier. Et en même temps, la demande aujourd'hui en logement neuf, c'est de faire l'ascenseur parce que c'est plus confortable. En fait, c'est pas bon pour la santé. Ça paraît bête. Moi, je suis pas médecin, mais en même temps, c'est évident. Donc, c'est un ensemble de choses, alors plus ou moins bateau ou pas. En tout cas, ça fait un ensemble d'engagements qui nous permettent de dire nous contribuons directement au bien-être des habitants que nous accueillons chaque année. Et comment on réussit à faire tout ça? Comment on réussit à faire du logement social de qualité avec toutes les contraintes réglementaires auxquelles vous devez faire face, avec, on en parle beaucoup ces derniers temps, des hausses de matières premières qui impactent aussi l'équilibre des projets? Comment on fait tout ça? Avec les banquiers. C'est extrêmement compliqué. On a 3 sources pour financer un logement social. Vous avez la banque, les fonds propres et les subventions. Tout ça, ce sont des moyens qui sont limités. On compte sur la croissance des 3 moyens, notamment des fonds propres, puisque si on a une conviction, il faut aller au bout. Et donc, ça nécessite pour nous d'être vertueux dans la gestion de l'entreprise et donc de pouvoir aussi, en même temps qu'on promeut sur les territoires du logement santé, de compter sur les collectivités qui travaillent avec nous, peut-être de mettre un peu d'avantage sur ces produits-là en restant équilibré avec la concurrence. Mais ce sera d'abord les fonds propres. Donc, difficile équation, mais que vous réussissez plutôt bien jusqu'à maintenant. On essaye. Merci Thomas Diouk. J'en arrive à vous, David Zurbach, et on change encore de secteur puisqu'on arrive chez Stalaven, un groupe agroalimentaire. Je vais redonner juste 2-3 chiffres. 1000 salariés, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près ça? Et 25 000 tonnes de produits préparés, cuisinés, tout. Voilà, je voulais pas le dire tout de suite, mais c'est pas grave, parce que je voulais y revenir après, mais on y reviendra. Et donc, votre combat chez Stalaven aujourd'hui, c'est de stopper ou de réduire au minimum la destruction de produits.
Alors, quand on dit ça un peu brut, on se dit mais comment c'est possible alors, pourquoi ça arrive et à quand remonte cette prise de conscience? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, enfin, tout le monde ne le sait pas, mais dans le monde de l'industrie agroalimentaire, et encore plus dans l'industrie agroalimentaire du frais, nous produisons des produits, non pas sur des commandes, mais sur des prévisions de vente. C'est-à-dire que tous les jours, on a des prévisions de vente qui sont faites dans des cycles SNOP de prévisions de vente. Et nous avons des commandes qui tombent tous les jours. C'est-à-dire qu'on livre, non pas sur des commandes, mais sur ce qu'on a prévu de vendre. Et donc la perte, comme on est sur du produit frais, un produit qui a été fabriqué un lundi, s'il n'a pas été vendu dans la semaine suivante, on ne peut plus le vendre dans notre circuit de distribution traditionnel. Parce que chez Stalaven, alors nous fabriquons essentiellement des plats cuisinés, tout ce qui concerne le traiteur, plats cuisinés, des pâtes feuilletées, des salades. On a également 2 sites de salaison, un site de jambon cuit sur Iffignac. Et ces produits-là ont des DLC très courtes. Donc, quand vous produisez des produits frais, vous avez une obligation. Et donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a 2 circuits de distribution. Un circuit de distribution vers les bouchers, charcutiers, traiteurs et un autre vers la grande distribution. Et vers ces 2 circuits de distribution, vous devez leur donner un certain nombre de jours de DLC pour qu'ils puissent vendre le produit. Ça fait à peu près entre 15 jours. C'est la logique de service. Voilà, entre 15 jours et 3 semaines. Et si vous n'êtes plus capable, si le produit que vous avez fabriqué n'a plus ces jours de DLC, vous n'avez plus le droit de le vendre. C'est comme ça. C'est la loi. Et donc, du coup, il rentre dans un nouveau circuit de distribution. Et ce qui s'est passé... Alors, on viendra sur les circuits derrière, mais donc toute la difficulté, c'est cette prévision, en sachant que s'il fait beau, comme à peu près aujourd'hui, ou s'il pleut, ou s'il fait froid, enfin, vous êtes soumis à toutes ces questions climatiques. Nous avons, et nos consommateurs n'achètent pas les mêmes produits quand il fait 30 degrés ou quand il en fait 15. On a des produits qui sont très très saisonniers, je pense à la salade notamment, mais pas que. Et inversement, quand vous n'achetez pas de salade, vous allez plutôt acheter des gratins dauphinois. Je simplifie un peu, mais c'est un peu ça. Et vous connaissez tous les aléas de la prévision météo ces derniers temps, où en fait, on n'est plus capable de prévoir de la météo à 3-4 jours. Enfin, les prévisions météo changent tout le temps. Donc, on a beaucoup de mal, et on a beaucoup de mal à stabiliser et à avoir une prévision fiable. Tout l'enjeu, il est évidemment, notre enjeu principal, il est d'avoir la meilleure prévision possible, déjà pour éviter d'avoir des écarts entre ce qu'on avait produit et ce que l'on vend. Ça, c'est la base de notre travail. Parce qu'il y a une question de rentabilité économique pour l'entreprise. Comme d'autres, on est une entreprise et nous devons, avant le premier objectif, je suis directeur financier, mais le premier objectif de l'entreprise, c'est la rentabilité afin qu'elle puisse pouvoir financer sa propre croissance. On peut évidemment financer la croissance avec des fonds externes, mais avant tout, il faut que l'entreprise ait un modèle économique qui permettent de s'autofinancer et de financer ces investissements par sa croissance. Donc évidemment, on doit avant tout éviter au maximum les pertes. On n'est pas là pour produire de la marchandise et l'acheter, très clairement. Oui, mais malgré tout, il y a toujours un écart. Alors, la problématique a été renforcée par la crise sanitaire. Alors, on va peut-être revenir sur cette période-là. Alors c'est vrai que 2020 a été une année pour nous assez... Alors l'industrie agroalimentaire, globalement, n'a pas arrêté de produire pendant toute l'année 2020. On en a souvent parlé. Il y a eu plein d'entreprises de fermer, mais l'industrie agroalimentaire était en première ligne et a souvent été plutôt félicitée parce que justement, on a continué à avoir une activité tout à fait normale. Par contre, dans cette activité qui a continué tout au long de l'année 2020, on a eu d'énormes variations de demande de la part des consommateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, lors du premier confinement, du jour au lendemain, tout était fermé, les restaurants fermés. On a aussi une partie de nos clients qui sont dans la restauration. La grande distribution a été fortement perturbée, en plus, en moins. Et donc, nous avons été soumis à ces aléas que nous n'avons jamais connus auparavant. Donc, même si globalement la demande a continué à être importante, on a eu, quand vous descendez dans le détail des produits, de fortes variations entre ce qu'on avait prévu de vendre et ce qu'on a vendu. Ce qui a fait que, là on va arriver au sujet, mais c'est ce qui a fait que du coup on s'est retrouvé devant des volumes de produits en déstockage
et potentiellement en destruction que nous n'avions jamais connu avant. Donc, enfin, jusqu'en 2020, Stalaven n'avait pas de problème de destruction de marchandises globalement, parce que on arrivait. C'était à la marge. Oui, c'était à la marge. On a toujours eu des circuits de distribution qui sont la vente au personnel, ça c'est un autre premier circuit de distribution, mais nous vendons à des déstockeurs qui eux-mêmes revendent à des entreprises de distribution spécialisées dans le déstockage alimentaire. Mais là, on était arrivé à des montants et à des volumes que nous n'avions pas, enfin, qui étaient exceptionnels et pour lesquels nous n'avons pas trouvé tout de suite de solution. Et donc, comment vous avez fait? Vous avez dû trouver d'autres circuits en dehors des stockers que vous connaissiez. Donc là, on est arrivé dans une logique de don. Du coup, évidemment, initié et porté par notre directeur général Rémi Thomas, on a voulu vraiment développer, j'en viens à notre côté Bretagne inclusive, mais on a voulu vraiment développer le partenariat avec des associations et à développer le nombre d'associations avec qui on travaillait pour que ce soit beaucoup plus fluide, et ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a la particularité également de produire des produits qui ont des formats un peu spéciaux. C'est-à-dire qu'on vend des formats on vend des bacs de salade de 3 kg pour la grande distribution notamment. Et les associations en général, elles préfèrent avoir des plats individuels et des produits. Et donc, nous sommes, avec les associations avec lesquelles on travaillait habituellement, elles refusaient les produits qu'on voulait leur donner. Ils disent non, je n'en veux pas. Parce que c'était trop compliqué pour elles d'écouler. d'écouler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'associations n'ont pas le circuit de distribution en interne pour transformer des produits qui sont de 3 kg en produits de 300 grammes. On est sur du produit frais. Nous, on a une obligation de respect de toute la chaîne alimentaire, de chaîne de froid, etc. Donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus et nous avons une responsabilité jusqu'au consommateur final, même si c'est un don, nous avons cette responsabilité de donner un produit qui est consommable et qui est de bonne qualité jusqu'au bout. Et donc, du coup, vous avez élargi finalement la palette d'associations avec lesquelles vous travaillez. Oui. Et je crois que vous avez même été donc, au niveau du territoire de la Bretagne, et vous avez même été plus loin chercher d'autres acteurs. Alors, tout à fait, évidemment. Au départ, historiquement, Stalaven regardait les associations. Alors, nous sommes basés à Effignac, donc dans les Côtes d'Armor, juste à côté de Saint-Brieuc. Donc, on regardait les associations du 22. Donc, on prenait contact avec toutes les associations du 22, sauf qu'au bout d'un moment, ces associations-là étaient trop petites pour pouvoir absorber ces surstocks et ces déstockages potentiels qu'on a eu sur l'année 2020. Sur l'année 2020. Donc, nous sommes allés chercher des associations nationales avec un rayonnement national, notamment les banques alimentaires, la Banque alimentaire nationale. Nous sommes allés chercher le secours populaire au niveau national, les Restos du Cœur au niveau national, et nous avons affrété en fait des camions à notre charge, bien évidemment, vers ces associations-là qui avaient un rayonnement plus important et qui avaient plus de, alors malheureusement, qui avaient plus de demandes. Et pour éviter de jeter. Donc on a pris le pari et le parti d'investir, de dépenser de l'argent pour faire du don. C'est-à-dire il n'y a plus que le côté, il y avait plus le coût pour l'entreprise, c'était pas simplement le coût de la matière, du produit fini, mais nous avons investi pour justement éviter de jeter, parce qu'il y a une dimension évidemment solidaire. Vous imaginez, enfin c'est ce dont on parle depuis le début, et une dimension sociale, mais pour nos salariés. C'est très compliqué. C'était plus acceptable. Ce n'est pas acceptable de produire, de fabriquer des produits et de voir que ces produits, on les met à la benne 15 jours, 3 semaines après. C'est insupportable. On est sur 90% de nos salariés ont des niveaux de revenus relativement faibles, de toute façon. Et quand on voit quand on connaît les problèmes d'alimentation, les problèmes de salaire qu'on a tous en fin de mois et que les salariés ont en fin de mois, c'est insupportable de voir que l'entreprise jette de la marchandise. Donc aujourd'hui, on est passé, en fait, on n'est pas encore à zéro, on n'est pas encore dans le zéro, pas déchets, mais on continue à jeter. Mais pour vous donner 2 chiffres, en 2020, on a jeté physiquement aux alentours de 200 tonnes de marchandises sur l'année. Sur 25 000 tonnes produites, c'est ça les chiffres Sur 25 000 tonnes. Alors, 200 tonnes, ça paraît énorme, mais c'est vrai que sur 25 000 tonnes de production, proportionnellement, ça reste faible. Et comme je l'ai dit, malheureusement, la perte est inhérente à notre activité.
Aujourd'hui, sur les 6 derniers mois, on a jeté moins de 2 tonnes. On continue à jeter. On n'est pas encore à zéro jeté. Mais on a jeté moins de 2 tonnes sur les 6 derniers mois, 2 tonnes par mois. On n'est pas encore à zéro. Notre objectif sur 2022, c'est de ne plus rien jeter. C'est-à-dire de vraiment trouver des solutions. Valoriser dans d'autres circuits. Alors, surtout dans le circuit, là, on est dans le circuit associatif, c'est vraiment de développer les partenariats qu'on a avec le circuit associatif. On a donné pour en mars de cette année, Stalaven a donné à la Fondation Renin, vous parliez de la Fondation Renin tout à l'heure, a donné des produits pour les étudiants qui étaient en grande précarité. Et 2400 étudiants de Rennes ont bénéficié des dons qu'on a faits alimentaires. J'ai revu encore tout à l'heure, c'est l'avantage du FEB, j'ai revu tout à l'heure la responsable de la partie solidarité de la Fondation Renin. Elle m'a expliqué qu'il venait d'ouvrir 2 épiceries solidaires pour les étudiants. On va se rappeler la semaine prochaine pour voir comment nous pouvons les accompagner avec les surstocks qu'on pouvait avoir. Évidemment, nous n'allons pas créer du surstock pour le donner, mais on sait que voilà, comme ça fait partie de notre modèle économique, on en aura toujours. Et notre objectif, c'est vraiment de valoriser 100% de ces stocks-là qui ne seront plus jetés. Alors, Sébastien Ramos, je voulais réagir par rapport à ça, sur peut-être ce qu'on fait vis-à-vis des étudiants. C'est très important parce qu'en fait, on a la même problématique, c'est de trouver le relais pour toucher les étudiants en fait. Et j'ai tilté parce que à la seconde phase du Covid, on a aidé les étudiants via les épiceries solidaires. Et là, c'est pas la même affaire quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire les fondations, voilà, ils savent faire. C'est carré, c'est structuré. Par contre, les épiceries, ce qu'il faut penser, pas toutes, mais Rennes 1 plus que Rennes 2, il faut les accompagner parce que ce sont des bénévoles en fait. Les épiceries solidaires, ce sont des étudiants qui prennent du temps sur leur cursus scolaire pour aider d'autres étudiants. Donc autant vous dire que Rennes 2, je pense culturellement, ils sont très structurés. Là, c'est carré. Par contre, Rennes 1, en fait, nous, on a pris aussi, alors c'est pour ça que j'alerte un peu, mais je pense qu'ils sont un peu plus... On a dit, OK, on va prendre du temps pour vous former, pour vous accompagner à... Et c'est hyper important, je dirais, d'avoir cette notion, c'est d'avoir le bon interlocuteur. C'est pour ça que je me suis permis de lever la main, parce que les épiceries, c'est autre chose. Il faut vraiment voir à qui on a affaire pour aider. Puis après, il faut aider les gens qui aident. Alors, c'est un peu compliqué, mais voilà, il faut être vigilant là-dessus. Merci. Alors, quand on vous entend tous les quatre, là maintenant, on sent la conviction, on sent l'engagement, l'envie, voilà. Mais derrière, on pourrait se dire, mais finalement, derrière tout ça, il y a de la communication, ça sert l'image. Comment est-ce qu'on peut être sûr de vos engagements, David Garnier? Je vais être trivial à ce moment-là pour répondre à votre question. On ne fait pas semblant quand on met 4 millions d'euros sur la table pour justement accompagner. Alors on parlait d'étudiants, également on a une orientation très forte vis-à-vis des jeunes compte tenu de la difficulté qu'ils ont rencontrées depuis le début de la crise. 4 millions d'euros sur la table et je prolongerai au travers de l'intervention d'hier soir que vous avez probablement pu entendre de Julien Carmona qui évoquait l'ensemble des dispositifs qui existent. Il y a les solidarités, l'inclusion, il y a des plafonnements également pour les personnes en situation de difficulté financière. Au total, c'est quasiment 20% du résultat d'une fédération comme celle du Crédit Mutuel de Bretagne qui sont redistribués. Donc, je pense que le chiffre parle de lui-même et ça montre là aussi deux forces, ou en tout cas 2 vertus qu'on souhaite avoir et que je pense qu'on essaie de prouver. C'est un impact sur le territoire. On est un acteur important du territoire. On veut en avoir un impact et à travers ces opérations. Je pense que c'est pas que du marketing et d'ailleurs et surtout pas. Et la communication, je pense qu'on le fait en toute humilité, parce que je ne pense pas que vous avez pu voir beaucoup de placards dans la presse sur le sujet. On est en toute humilité, on est plutôt à essayer de développer sur la preuve. Donc, un impact positif, et puis également un engagement, c'est celui de notre raison d'être. Donc, lorsque je vous évoque tout à l'heure les valeurs qu'on défend, après, il faut le prouver. Et c'est ces engagements-là qu'on met en musique au travers de ces montres-là. Sébastien Ramos, chez Engie, c'est ça aussi? Le vrai engagement, c'est celui finalement dont on ne parle pas? Je ne me pose plus la question, j'ai autre chose à faire qu'à répondre à des gens qui se posent des questions, donc surtout pas communiquer. Ça, c'est la base, je ne communique pas. Petit 2, je fais. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et puis, je vais être encore plus trivial, je m'en fous un peu, quoi. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens. Après, s'il y aura des chagrins, il y aura des chagrins. C'est pas grave. Et j'en profite.
J'en profite. Parce que l'engagement, c'est pas uniquement financier. Hein. L'engagement, c'est du temps. Hein. Je le dis parce que je suis maintenant président de Solidaren. Alors là, c'est mon petit jingle pub. Solidaren, c'est une fondation qui aide différentes associations. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les associations travaillent entre elles pour mutualiser les dons qu'on fait. Et donc, on a monté ça avec Rennes. Et il y a des entreprises, dont le Crédit Mutuel de Bretagne, dont Bâti Armor, dont Néonote. Donc voilà, si jamais vous voulez consacrer du temps entreprise ou du temps argent sur une action qui va directement impacter les gens exclus, mais contactez le Crédit Mutuel, contactez-moi au niveau de Solidaren. Là, excusez-moi, c'est plutôt Rennes. Voilà. On pourra vous contacter. Un mot, David Zurbach. Voilà, le vrai engagement, finalement, c'est celui sur lequel on ne communique pas. Oui, parce qu'effectivement, nous, on ne communique pas du tout sur le sujet. Oui, c'est la première fois que vous communiquez. C'est la première fois qu'on communique et on s'est dit, mais oui, mais effectivement, ce qu'on est en train de faire, il y a une dimension sociale, solidaire, etc. Mais au départ, le point de départ, c'était pas un côté marketing. Non, c'était la volonté d'aider dans un contexte. C'était cette volonté-là en disant, il faut qu'on arrête de jeter. Et pour arrêter de jeter, on va aider. Et ça partait de la conviction et de l'impulsion d'une personne qui, je dirais, qui a transpiré sur l'ensemble de l'entreprise. Mais on ne communique pas. On va peut-être communiquer dessus maintenant, mais pour l'instant, on ne communique pas. Thomas Duke, pour conclure. Pour conclure, moi, je trouve ça super intéressant de dire on ne se connaissait pas forcément, les profils sont différents. Je crois beaucoup à la vertu de l'humain, quoi. Moi, je suis bluffé par vos parcours. Et je pense que ce qui est super important, c'est surtout, au-delà des organisations, c'est dans les organisations, d'avoir des femmes et des hommes qui croient en ce qu'ils font. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on est vertueux. Réussir à dépasser son boulot. Voilà, moi je suis fier de faire du HLM. Chacun est fier de faire son boulot. Et si on est nombreux comme ça, je pense qu'effectivement la donne pourrait changer. Voilà. Eh ben super. On va conclure sur ça. Merci, merci à tous les quatre d'être venus apporter votre témoignage. Je crois qu'on a vu qu'il y avait un vrai engagement, de l'envie et que tout ça sert le territoire. Donc merci à tous les quatre.